Eh bien, je m'appelle Docteur Dedier. Je suis diplômé en médecine interne et en pédiatrie et je me suis récemment passionné pour la santé métabolique, car elle détient la clé pour comprendre pourquoi nous sommes tous atteints de maladies chroniques aujourd'hui. Et il y a une statistique aux États-Unis, 9 personnes sur 10 souffrent de dysfonctionnement métabolique. C'est un chiffre stupéfiant. Et quand on parle de dysfonctionnement métabolique, cela signifie que le corps n'est pas capable de produire et d'utiliser l'énergie correctement. Nous définissons le métabolisme comme la façon dont nous prenons la nourriture et la transformons en énergie. Donc, si nous ne sommes pas capables de transformer correctement la nourriture en énergie, on dit que l'on souffre d'un dysfonctionnement métabolique. On peut aussi définir le métabolisme comme la manière dont le corps produit et utilise l'énergie provenant des aliments. Donc, si le corps ne peut pas prendre l'énergie des aliments et la transformer, l'énergie des aliments et la transformer en énergie utilisable et l'utiliser correctement, nous avons un dysfonctionnement métabolique. Et pourquoi est-ce important? Rien dans la cellule ou dans le corps ne se produit à partir de rien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voici une diapositive qui montre 7 fonctions cellulaires dépendantes de l'énergie. Pour qu'une cellule fonctionne, elle a besoin d'énergie, tout comme votre voiture a besoin d'énergie. Elle a besoin d'essence pour fonctionner. Donc, quand votre voiture n'a pas assez d'énergie ou que votre corps ou vos cellules n'ont pas assez d'énergie, on dit que c'est un métabolisme défaillant. Et cela a des conséquences, car les choses qui ont besoin d'énergie pour fonctionner ne fonctionneront plus, tout comme si votre voiture n'a plus d'essence, elle ne roulera plus. Donc, l'un de ces processus, je vais simplement prendre par exemple le point numéro 2. Nous avons besoin d'énergie pour réparer l'ADN et répliquer l'ADN. Donc, par exemple, si vous avez une mutation dans votre corps, dans votre ADN, qui risque de se transformer en cancer, si la cellule est capable de réparer cette mutation, vous n'en entendez jamais parler et elle ne se transforme jamais en cancer. Elle reste silencieuse. Mais si la cellule n'a pas l'énergie nécessaire pour le faire, alors cette mutation reste non corrigée et se propage ensuite en cancer. Donc, il y a d'énormes conséquences à ne pas avoir assez d'énergie à cause d'un dysfonctionnement métabolique pour assurer le bon fonctionnement des processus cellulaires. Et maintenant, nous avons désormais de solides preuves scientifiques métaboliques qui nous indiquent que la plupart des maladies chroniques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui dans la société trouvent leur origine dans deux choses: un dysfonctionnement métabolique qui provient de deux facteurs, la résistance à l'insuline et la dysbiose, ce que nous appelons le dysfonctionnement du microbiome. Ces deux choses sont à l'origine d'une multitude de nos problèmes. Et qu'est-ce que la résistance à l'insuline? La résistance à l'insuline, c'est tout simplement l'incapacité du corps à répondre correctement à l'insuline. L'insuline indique aux cellules, le rôle principal de l'insuline est de dire aux cellules absorber le glucose. Elle ordonne à la cellule d'absorber le glucose depuis la circulation sanguine. Donc, quand on dit vous êtes résistant à l'insuline, cela signifie que votre cellule réagit de façon inappropriée à cet ordre de l'insuline et n'absorbe pas le glucose du sang. Et lorsque vous souffrez de résistance à l'insuline, cette diapositive n'est pas exhaustive. Ceci est juste une diapositive pour montrer toutes certaines des maladies auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui et qui trouvent leur origine dans la résistance à l'insuline. Vous voyez les migraines, la maladie d'Alzheimer et le diabète. Toutes ces maladies tirent leur origine de la résistance à l'insuline. Et je voudrais prendre un peu de temps pour parler de la façon dont nous développons la résistance à l'insuline. Nous développons la résistance à l'insuline de deux manières. La première façon dont nous développons la résistance à l'insuline est ce que nous appelons une suralimentation chronique. C'est la première étape que j'appellerai simplement suralimentation SA, juste pour dire suralimentation chronique, la première étape dans laquelle nous développons la résistance à l'insuline. La deuxième étape dans laquelle nous développons la résistance à l'insuline est une condition pharmacocinétique appelée la régulation négative des récepteurs. La régulation négative des récepteurs.
Et je vais expliquer comment ces deux choses aboutissent à la résistance à l'insuline, la suralimentation chronique et la régulation négative des récepteurs. Comment cela se produit-il? Alors, disons qu'un homme de 70 kilos est censé s'épanouir avec 3000 calories par jour. Sur ces 3000 calories, ce que fait le corps, c'est qu'il en prend 2500 et les utilise principalement sous forme de glucose, puis il prend les 500 calories restantes et les stocke sous forme de graisse. Vous savez, nous sommes toujours censés stocker de la graisse parce que nous faisons toujours une transition énergétique, passant de la combustion du glucose pendant la journée à la combustion des graisses la nuit lorsque nos niveaux de glucose sont bas. Donc, notre corps dispose de deux principaux carburants que nous utilisons. Nous utilisons le glucose pendant la journée, nous utilisons la graisse la nuit. Donc, lorsque vous dormez et que votre métabolisme est bas et que vos niveaux de glucose dans le sang sont faibles, le corps ne peut plus compter sur le glucose pour poursuivre les activités cellulaires. Le corps doit donc passer à la combustion des graisses. Il est donc important qu'à partir de chaque aliment que nous consommons, le corps stocke un quart de graisse dans les réserves de graisse. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nos réserves de graisse dans le corps ne peuvent contenir qu'une certaine quantité de graisse. Donc, pour les besoins de cet exemple, je dirais que nos réserves de graisse ne peuvent contenir que 500 calories de graisse. Si vous avez un excès de calories provenant des graisses, les réserves de graisse ne peuvent pas le contenir. Alors, comment une suralimentation chronique entraîne-t-elle une résistance à l'insuline? Disons que vous êtes censé normalement fonctionner avec 3000 calories de graisse et jusqu'à 3000 calories, vous savez, pour faire fonctionner vos processus cellulaires. Pas 3000 calories de graisse, mais 3000 calories par jour et ce jour-là, vous en consommez 4000. Lorsque vous avez absorbé 4000 calories, le corps va, vous savez, le corps va prendre 2500 de ces calories, les utiliser comme glucose, comme nous l'avons vu, prendre les 500 autres et les stocker sous forme de réserve de graisse. Vous avez alors un excédent de 1000 calories. Le corps ne sait pas quoi faire de cet excédent de 1000 calories. Il prend cet excédent de 1000 calories et le convertit d'abord en graisse, donc 1000 calories de graisse. Mais rappelez-vous, ce que j'ai dit, c'est que nos réserves de graisse ne peuvent contenir qu'une certaine quantité de graisse. Donc, à ce stade, les réserves de graisse contiennent déjà 500 calories de graisse, mais vous avez un excédent de 1000 calories de graisse parce que vous avez consommé plus de nourriture, plus de calories que nécessaire, c'est de la surnutrition. Alors le corps se dit, oh, eh bien, les réserves de graisse sont pleines, elles ne peuvent en contenir qu'une certaine quantité. Qu'est-ce que je vais faire de cet excédent de 1000 calories de graisse? Le corps prend alors cet excédent de calories, de graisse, et les stocke dans des cellules qui n'ont jamais été conçues à l'origine pour contenir de la graisse. Il les stocke dans des cellules qui étaient conçues pour répondre au glucose. Vous voyez cette cellule? Je vais faire une réplique de cette cellule. Donc, cette cellule était normalement censée être vide comme ça, et quand l'insuline vient vers cette cellule et lui ordonne, et je veux que tu absorbes du glucose depuis le sang, alors la cellule va absorber le glucose du sang. Lorsque vous avez cet excès de 1000 calories de graisse que le corps ne sait pas comment gérer, le corps va maintenant les prendre et les entasser dans cette cellule qui était censée répondre à l'insuline pour capter le glucose. Donc, quand l'insuline vient maintenant vers cette cellule et lui dit: «Et je veux que tu absorbes du glucose depuis le sang», et donne l'ordre à la cellule d'absorber le glucose. Vous savez ce que la cellule répond à l'insuline? Je suis désolé, il n'y a plus de place à l'auberge. Cette cellule n'a plus d'espace pour absorber le glucose, et c'est une réponse inappropriée à l'insuline. C'est la première étape de la résistance à l'insuline, une suralimentation chronique qui aboutit à ce que l'on appelle une cellule saturée de graisse qui n'a plus de place pour absorber le glucose lorsque l'insuline frappe à la porte. Alors, ce qui se passe ensuite, c'est que le pancréas, qui est la glande qui produit l'insuline, vous savez, compense. Dans notre corps, nous avons des mécanismes de rétroaction positive et négative pour gérer tous les types de problèmes qui peuvent survenir.
Donc, le pancréas est la glande qui produit l'insuline, n'est-ce pas? Disons donc que le pancréas produit normalement 20 unités d'insuline par jour pour gérer votre charge totale de glucose quotidienne, d'accord? Et ces 20 unités d'insuline ne suffisent plus à avoir un effet sur cette cellule saturée de graisse. La cellule n'ouvre pas ses portes à l'insuline. Alors, dans un mécanisme compensatoire, le pancréas décide: je vais augmenter la quantité d'insuline que je produis. Le pancréas décide: je vais produire 4 fois plus d'insuline. Puisque ces 20 unités d'insuline ne sont plus efficaces pour cette cellule, le pancréas se dit: eh bien, si cette cellule veut être têtue, je vais lui montrer un peu de force. Le pancréas produit donc maintenant 80 unités d'insuline, soit 4 fois plus, pour submerger la cellule, et ces 80 unités d'insuline vont alors vers la cellule et la forcent à absorber l'insuline. Maintenant, ces 80 unités d'insuline agissent comme un tyran envers la cellule. Elles arrivent et font preuve de force face à la cellule, l'intimident en disant: tu dois absorber le glucose du sang. Et la cellule réagit à cette intimidation. La cellule réagit à cette démonstration de force. C'est comme si vous aviez un problème dans un quartier et que la police envoie deux policiers, le commissariat de police envoie deux policiers pour régler le problème. Ces deux policiers ne parviennent pas à régler le problème. Ici, les deux policiers représentent 20 unités d'insuline. Le commissariat décide alors: je vais envoyer 8 policiers dans ce même quartier. Et ces 8 policiers submergent le quartier et règlent la situation. C'est exactement ce que font ces 80 unités d'insuline. Donc à ce stade, on a en fait quelqu'un qui est résistant à l'insuline. Et un autre terme pour cela est le diabète subclinique. Vous voyez, ils sont résistants à l'insuline, mais leur glycémie est totalement normale parce que ces 80 unités d'insuline exercent un effet d'intimidation sur la cellule et forcent cette cellule chargée de graisse à absorber le glucose. Donc, même si la cellule chargée de graisse ne veut pas absorber le glucose, elle y est forcée et votre glycémie reste normale alors même que vous êtes résistant à l'insuline. Mais les gars, devinez quoi? Tout tyran finit par avoir son jour. Un tyran ne peut être efficace que pendant un certain temps. Il arrive un moment où les enfants de la cour de récréation deviennent insensibles au tyran. Comme: je ne peux plus supporter ça. Il ne peut plus simplement nous bousculer comme ça. Un tyran peut être efficace pendant un certain temps, mais après un moment, les enfants deviennent insensibles à ses attaques. Et quand cela arrive, vous développez la deuxième phase de la résistance à l'insuline. Et cette période où l'insuline agit comme un tyran et que votre glycémie est basse s'appelle la période de lune de miel où vous avez un diabète infraclinique. Vous êtes résistant à l'insuline, mais votre glycémie est totalement normale. Et cette période peut durer de 5 à 10 à 15 ans, vous savez, où votre glycémie reste totalement normale, mais où vous êtes résistant à l'insuline. J'ai récemment entendu l'histoire d'un collègue qui me racontait qu'il travaillait avec un autre collègue en salle d'opération. Et ce collègue lui a dit: tu sais, il y a 2 ans, mon A1C était normal. Et cette année, je suis allé chez mon médecin et il m'a dit que mon A1C était à 12,6. Donc, son A1C est passé d'environ 5, quelque chose à 12,6 en 2 ans. Il avait un diabète infraclinique et une résistance à l'insuline. Il était dans cette phase de lune de miel qui a ensuite disparu. Maintenant, comment le tyran devient-il inefficace? Voilà ce qui se passe. Sur nos cellules, il y a des récepteurs. Les récepteurs sur nos cellules sont censés être la serrure de la porte, d'accord? Si vous pensez à un récepteur, le récepteur est la serrure de la porte et puis l'insuline, on va la représenter par ce point, c'est la clé. C'est la clé et puis la membrane de la cellule, c'est la porte par laquelle l'insuline doit entrer. Donc, ce qui se passe comme une serrure et une clé sur une clé doit entrer dans une serrure pour ouvrir la porte afin que la porte s'ouvre en grand. L'insuline est censée se lier au récepteur. La liaison de l'insuline au récepteur, une interaction serrure-clé pour permettre à la porte de s'ouvrir.
Donc, quand cette cellule chargée de graisse en a assez d'être harcelée par l'insuline, ce qu'elle décide, c'est d'accord, je vais retirer ma serrure de la porte pour que l'insuline ne puisse pas mettre sa clé dans ma serrure pour ouvrir la porte. Et donc, ce qui se passe, c'est juste pour pouvoir mieux illustrer cela, pour bien l'expliquer. Ce qui se passe, c'est que la cellule est très intelligente. Elle en a assez d'être harcelée. Elle décide de retirer deux des récepteurs de la surface de la cellule et de les transloquer dans le cytoplasme de la cellule. Donc tout à coup, vous vous retrouvez dans une situation où normalement, il devrait y avoir trois récepteurs à la surface de la cellule, mais maintenant, il n'y en a plus que deux. Vous vous retrouvez donc dans une situation où deux récepteurs font le travail de quatre récepteurs. C'est la deuxième étape de la résistance à l'insuline, que nous appelons la régulation négative des récepteurs, qui est bien sûr le résultat du fait que la cellule développe une certaine résistance à l'insuline. C'est à ce stade qu'un patient va recevoir un appel de son médecin qui lui dira: Hey, vous êtes diabétique. Parce que c'est à ce moment-là que leur glycémie va devenir élevée ou que leur taux de HbA1c va devenir anormal. Donc, ce que j'essaie de dire ici, pour revenir en arrière, c'est que nous développons une résistance à l'insuline de deux manières. La première, c'est la suralimentation chronique qui aboutit à une cellule saturée de graisse. Cette cellule saturée de graisse n'a finalement plus de place pour absorber le glucose lorsque l'insuline frappe à la porte. La deuxième étape, c'est ce mécanisme compensatoire où le pancréas inonde le corps d'une grande quantité d'insuline. L'insuline agit comme un tyran et, vous savez, à un moment donné, les enfants dans la cour de récréation en ont assez du tyran et développent une sorte de carapace en régulant à la baisse leurs récepteurs, c'est-à-dire en retirant la clé de la porte et en la ramenant dans le cytoplasme. C'est ce qui se passe. Donc, il y a une chose que je veux que vous compreniez. Chaque fois que vous avez des niveaux élevés d'insuline en circulation, lorsque vos taux d'insuline sont élevés, cela va entraîner une régulation négative des récepteurs. Vous savez, chaque fois que vous avez des niveaux élevés d'insuline en circulation, cela vous pousse à une régulation négative des récepteurs. L'inverse est vrai. Lorsque les niveaux d'insuline sont bas, de faibles taux d'insuline provoquent une régulation positive des récepteurs. Donc, ce qui va se passer dans des états de faible insuline, si deux récepteurs sont transloqués dans le cytoplasme et que vous vous retrouvez maintenant dans un état de faible insuline, cela va faire en sorte que ces récepteurs, ces clés, quittent le cytoplasme et retournent à la membrane de la cellule, revenant ainsi à une situation de statu quo où vous avez quatre récepteurs qui font le travail de quatre. Il est important de comprendre que des taux élevés d'insuline en circulation provoquent une régulation négative des récepteurs, ce qui vous conduit à une résistance à l'insuline. Des taux faibles d'insuline provoquent l'effet inverse, une régulation positive des récepteurs, rendant votre corps plus sensible à l'insuline. Et vous verrez pourquoi cela est important. L'autre chose dont je voudrais parler, c'est notre microbiome. Notre microbiome est un microbiome, c'est entre 30 et 100 000 milliards de micro-organismes qui vivent dans notre côlon, notre gros intestin. Et ils vivent dans notre gros intestin dans ce que l'on appelle une relation symbiotique. Nous bénéficions d'eux, ils bénéficient de nous. Nous leur donnons de la nourriture, nous leur offrons un abri et en retour, ils nous apportent certains des avantages que je mentionne ici sur cette diapositive. Ils aident le corps à pouvoir se protéger contre les bactéries pathogènes, aident à entraîner le système immunitaire, contribuent à la synthèse de certaines cellules graisseuses très particulières qui permettent de maintenir la solidité de notre côlon, ce qui, sans cela, nous aurions un côlon affaibli ou perméable. Il synthétise des acides aminés essentiels, des vitamines essentielles, des fonctions vraiment très importantes du système immunitaire, du microbiome. Et l'une des choses que vous ne savez peut-être pas, c'est que notre système immunitaire reçoit son entraînement du microbiome.
Environ 60 à 70% du système immunitaire de notre corps se trouve dans l'intestin, 60 à 70%, et notre microbiome est responsable de l'entraînement de notre système immunitaire. Si notre microbiome est en mauvaise santé, il va donner un mauvais entraînement à notre système immunitaire qui va alors s'attaquer à nous et provoquer des maladies auto-immunes et d'autres problèmes. Si notre microbiome est sain, il va entraîner notre système immunitaire à être sain, ce qui nous protégera. Donc, tout est lié. Donc, quand on parle de dysbiose, vous savez, cela signifie simplement qu'il y a un déséquilibre dans la population du microbiome, dans la variété de cette population, où les mauvais éléments, vous savez, font la fête et mettent les bons dehors, vous voyez. Il y a donc une prolifération des mauvais micro-organismes et une diminution de la population des bons micro-organismes. C'est mauvais parce que lorsque vous avez une dysbiose, voilà ce que cela provoque. Quand il y a un déséquilibre, regardez cette diapositive et regardez la multitude de maladies qui résultent d'un intestin en mauvaise santé. Vous serez surpris de voir que l'anxiété et la dépression figurent sur cette liste, mais il y a beaucoup de choses qui sont liées à un dysfonctionnement du microbiome, ce qui, vous savez, nous fait douter. Si vous avez un microbiome sain, ces maladies n'apparaîtront pas. Cette diapositive, j'aime l'appeler la séquence métabolique de la maladie. C'est ainsi que la maladie apparaît. Vous développez une résistance à l'insuline qui entraîne une résistance à l'insuline qui aboutit à un dysfonctionnement métabolique. Et le dysfonctionnement métabolique, ensuite, quoi, pardon, une seconde. Vous avez une résistance à l'insuline qui entraîne un dysfonctionnement métabolique. Le dysfonctionnement métabolique provoque une lésion de la cellule. La lésion cellulaire déclenche le système immunitaire. Le système immunitaire se rend à la cellule pour s'occuper de la lésion, mais le problème qui se produit dans la cellule ici n'est qu'une fumée. Le véritable problème qui se produit est une résistance à l'insuline. Donc la cellule n'arrive pas à utiliser, la cellule n'arrive pas à résoudre le problème ou le système immunitaire n'arrive pas à résoudre le problème dans la cellule parce que le problème n'est pas dans la cellule. Et cela provoque une lésion collatérale dans cette cellule. Vous déclenchez une réponse immunitaire pour essayer de résoudre un problème fondamental qui n'est pas dans la cellule, alors que le vrai problème se trouve 2 maisons plus loin au niveau de la résistance à l'insuline. Lorsque ce problème n'est pas résolu, la cellule lance à nouveau un appel au système immunitaire. Le système immunitaire, encore une fois, déclenche une réponse inflammatoire. Vous vous retrouvez avec un processus où vous subissez une inflammation chronique encore et encore parce que le système immunitaire essaie de résoudre un problème qui ne provient pas de la cellule, un problème qui a commencé 2 maisons plus loin au niveau de la résistance à l'insuline. Et cet état inflammatoire chronique entraîne des maladies. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe désormais des preuves solides que l'on peut inverser le dysfonctionnement métabolique qui résulte de la résistance à l'insuline et de la dysbiose, c'est-à-dire un dysfonctionnement du microbiome intestinal. Vous inversez la maladie. C'est ça, la bonne nouvelle. Les gars, si vous avez une voiture et que vous roulez sur la route, n'est-ce pas? L'énergie de votre voiture, c'est l'essence dans le réservoir, et disons que vous tombez en panne d'essence. Qu'arrive-t-il à cette voiture? Cette voiture s'arrête, n'est-ce pas? Parce qu'elle a épuisé son énergie, son carburant. Si vous allez à la station-service, que vous prenez un petit bidon ou une cruche, que vous mettez de l'essence dedans, puis que vous retournez à votre voiture arrêtée sur la route et que vous remettez de l'essence dans cette voiture, puis que vous tournez la clé de contact, la voiture va redémarrer. Pourquoi? Parce que vous lui avez redonné de l'énergie. C'est aussi simple que ça, mais c'est profond. Vous savez, le dysfonctionnement métabolique est la cause de tous nos problèmes médicaux chroniques. Et si nous rétablissons l'équilibre énergétique, si nous restaurons l'énergie, tout comme remettre de l'essence dans une voiture qui est tombée en panne d'essence et s'est arrêtée en chemin, ces maladies vont régresser. Et c'est tellement profond et tellement simple, et pourtant, en tant que médecin aujourd'hui, dans la façon dont nous pratiquons la médecine, nous n'en faisons pas assez, en partie à cause de la manière dont nous avons été formés. Et il existe une solution simple à cela, et cette solution,
aussi simple soit-elle, est un produit nutraceutique qui est désormais devenu mon arme favorite pour aider à inverser le dysfonctionnement métabolique. Il utilise la science du jeûne intermittent et de la supplémentation en fibres pour inverser la résistance à l'insuline et également corriger la dysbiose. Lorsque vous parvenez à faire cela, vous pouvez inverser la maladie. Et le Feel Great System contient deux produits. Je vais laisser Anne-Marie en parler un peu plus tard. L'un est un thé chlorogénique, l'autre est une fibre. Ils ont de nombreux bienfaits. Ils agissent en synergie, en harmonie, pour restaurer l'équilibre métabolique, pour permettre à un métabolisme déréglé d'être réparé. Ces éléments fonctionnent en synergie. L'un des produits, le principal composant du thé, est un polyphénol appelé acide chlorogénique. Il possède d'innombrables bienfaits métaboliques. Et ce qui est formidable, c'est que ces deux produits nutraceutiques sont répertoriés dans le Physician's Desk Reference. Je sais que certains d'entre vous ici sont médecins, donc si vous allez en ligne sur le Physician's Desk Reference et que vous tapez Unomat, qui est le thé, ou que vous tapez Balance, vous allez les voir répertoriés dans le Physician's Desk Reference et ils vous indiqueront les bienfaits pour la santé que cela procure, de nombreux bienfaits. Je vais passer très rapidement cette diapositive. Je vais principalement me concentrer sur le point numéro 1, le thé Unomat. Le thé Unomat, ce qu'il fait, l'une des grandes choses qu'il fait, en plus des 8 autres bienfaits que vous voyez sur cette diapositive, c'est qu'il vous aide à jeûner. Rappelez-vous, ce que nous essayons de faire, c'est d'utiliser la science du jeûne intermittent pour pouvoir inverser la résistance à l'insuline. Et le thé vous aide à y parvenir. Nous mangeons bien plus que ce que nous devrions manger à l'époque actuelle. Et vous savez, si vous remontiez dans le temps et regardiez à quelle fréquence nos ancêtres mangeaient, ils prenaient probablement 2 repas par jour ou quelque chose comme ça. Donc cela vous aide à jeûner et vous allez voir pourquoi, en plus de la multitude d'autres bienfaits listés ici. Vous allez voir comment le jeûne et ce nutraceutique qui vous aide à jeûner peuvent réduire ou inverser votre résistance à l'insuline ou réparer votre métabolisme déréglé. Alors, allons-y. Lorsque vous jeûnez, ce qui se passe, c'est que vous n'ingérez aucune calorie. Quand vous n'ingérez aucune calorie, vous avez peu ou pas de glucose dans votre sang. Le principal stimulus pour que le pancréas produise de l'insuline, c'est le glucose. Donc, à jeun, comme votre taux de glucose est bas, le pancréas n'a que peu ou pas de raison de produire de l'insuline. Et vous avez donc de faibles niveaux d'insuline en circulation. Lorsque vous avez de faibles niveaux d'insuline en circulation, souvenez-vous de ce que j'ai dit. Quand vous avez de plus faibles niveaux d'insuline en circulation, cela fait que les récepteurs qui s'étaient déplacés dans le cytoplasme retournent maintenant du cytoplasme vers la membrane de la cellule. Donc, vous rétablissez maintenant un statu quo. Et la façon dont je l'explique, c'est que lorsque vous avez de faibles niveaux d'insuline en circulation, cela signifie que l'insuline, qui était un tyran, s'est retrouvé humilié. Vous voyez, le tyran arrive maintenant dans la cour de récréation, la tête baissée, dans une position humble, il n'élève plus la voix contre les autres enfants. Et vous savez, les enfants sont très indulgents, n'est-ce pas? Un enfant pardonnera à un tyran lorsque ce dernier s'humilie. C'est la même chose pour une cellule. Quand la cellule constate que les niveaux d'insuline sont bas, le tyran est humble. Ils se disent, d'accord, il veut jouer, on va jouer avec lui. Et cela provoque une régulation positive des récepteurs inversant la résistance à l'insuline, ce qui vous rend plus sensible à l'insuline. Donc, c'est une façon dont le jeûne agit. Et le thé Unomaté vous aide à jeûner parce qu'il amène le corps à produire ses propres GLP-1. L'autre chose que fait le jeûne, c'est qu'il favorise la combustion des graisses, la lipolyse. Une autre chose, comme mentionné sur cette diapositive ici, vous verrez au point numéro 4, le produit Unomat vous aide à brûler les graisses, la lipolyse. Donc, il y a deux choses que vous faites ici, les avantages ici. Ce n'est pas seulement
ce n'est pas seulement l'insuline, ce n'est pas seulement lorsque vous pratiquez le jeûne intermittent que vous amenez votre corps à brûler sa propre graisse, mais le Yunomate agit comme un second effet combiné, provoquant une combustion des graisses encore plus importante. Pourquoi brûle-t-on des graisses lorsqu'on jeûne? Lorsque nous jeûnons, nos réserves de carburant, la principale source de carburant qu'est le glucose, sont faibles. Quand la principale source de carburant, le glucose, est faible, le corps ne peut plus compter sur le glucose pour que les activités cellulaires continuent. Donc le corps doit opérer un changement et se dire, d'accord, où vais-je trouver de l'énergie pour continuer? Alors, vous vous souvenez de ces cellules chargées de graisse? Les cellules chargées de graisse qui, vous savez, étaient pleines de graisse? D'accord, elles deviennent maintenant une cible principale pour que le corps... Donc, je vais juste revenir ici. Faisons cela. Vous vous souvenez des cellules chargées de graisse, vous savez, qui étaient pleines de graisse. En état de jeûne, lorsque le taux de glucose est bas, quand vous avez un faible taux de glucose, la cellule maintenant